Merci. Donc, j'espère que vous êtes encore assez réveillés en cette fin de journée. Donc, je m'appelle Narcisse Héraclide, je suis doctorant-chercheur à l'Université de Poitiers et je vais vous présenter donc cette communication qui s'intitule Aménagement raisonnable, transformation et capacité à agir, les incapacités des organisations à anticiper et inclure dans le temps long. Donc, j'ai préparé avec mon directeur de thèse, Fabrice Roublat. Donc pour introduire le sujet, on peut dire que les organisations, elles sont aujourd'hui confrontées à des enjeux de société, qu'on appelle aussi grand challenges, qui sont liés à des questions écologiques et socio-économiques complexes, comme l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et notre proposition, c'est que face à ces enjeux de société, donc notamment l'inclusion des personnes en situation de handicap, la réponse stratégique de l'entreprise, elle peut être analysée à travers la présence ou l'absence d'anticipation dans les pratiques des acteurs. Donc, on définit l'anticipation comme une stratégie pour développer les capacités à agir des parties prenantes de l'organisation sur le temps long face à un environnement qui est ontologiquement mouvant. Or, quand on s'intéresse à un dispositif lié à l'inclusion donc des personnes en situation de handicap comme les processus d'aménagement raisonnable, on observe en fait une conception de ces processus qui est souvent circonscrite au temps présent, sans projection vers le futur, ce qui peut provoquer des discontinuités dans la capacité d'agir de l'individu en situation de handicap. Donc on se demande alors si les pratiques les pratiques d'anticipation lors d'un processus d'aménagement raisonnable, elles peuvent participer à développer la capacité d'inclusion de l'organisation. Donc le cadre théorique, bon bah vous en doutez, on va chercher dans la littérature sur l'anticipation, donc notamment les pratiques d'anticipation. Donc comme je l'ai dit en introduction, on considère que c'est ce que les acteurs organisationnels font pour développer des capacités à agir dans le futur. Et ces pratiques d'anticipation, elles sont liées aux règles d'action des parties prenantes de l'organisation et notamment à leur caractère normatif, c'est-à-dire ce que ces parties prenantes considèrent comme désirable ou indésirable pour le futur, et donc ce qui les amène à changer ou non leurs actions présentes par rapport à leur représentation des futurs possibles. Et ces futurs possibles, ils sont pluriels, dans un monde qui est ontologiquement mouvant. Donc, on s'inscrit dans l'ontologie du devenir de Kia. Donc, l'organisation, on la conçoit comme faite de transformations permanentes, des transformations permanentes qui sont associées à des contextes variés et qui n'impactent pas de manière uniforme les acteurs organisationnels. Donc, cela peut produire effectivement des dichronies, c'est-à-dire que les membres de l'organisation peuvent évoluer à des rythmes différents et sans anticipation continue de ces transformations, les dichronies, elles risquent de provoquer des discontinuités dans les capacités à agir de ces parties prenantes. Donc quand on s'intéresse à l'inclusion comme enjeu de société, on définit l'inclusion au final comme l'objectif pour les parties prenantes de l'organisation d'éliminer les barrières d'accès qui empêchent les personnes en situation de handicap d'utiliser leurs capacités potentielles. Et nous, on va regrouper ce terme de capacité potentielle sous la notion de capacité d'agir qui est issue d'une conception sénienne des capacités. Et oui, ça a changé, oui. Et l'anticipation, si on applique ce cadre de l'anticipation à l'inclusion, on peut dire alors que l'inclusion consiste à développer les capacités des acteurs organisationnels à agir sur le temps long afin de pérenniser la capacité d'agir des individus en situation de handicap. Donc pour développer cette capacité d'agir des employés en situation de handicap, nous on s'intéresse plus particulièrement au concept d'aménagement raisonnable et notamment à son processus organisationnel. Donc l'aménagement raisonnable, vous êtes peut-être familier avec, c'est une obligation juridique qui est issue de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, qui est présente dans la loi française sous le terme de mesures appropriées et qui se comprend en fait comme un processus interactif entre le travailleur en situation de handicap et les acteurs organisationnels afin d'implémenter des aménagements qui permettent d'éliminer ou à minima de compenser les barrières d'accès provoquant la situation de handicap de l'employé concerné sans en même temps provoquer de dysfonctionnement dans les autres processus organisationnels et managériaux.
Donc l'objectif en fait d'un processus d'aménagement raisonnable, c'est de mettre en capacité, de développer la capacité d'agir du salarié. Le problème, c'est que, en tout cas, qu'on a observé dans la littérature, c'est que le concept d'aménagement raisonnable, il est souvent associé dans cette littérature à une gestion réactive, donc qui est restreinte au temps présent et qui tend à poser la responsabilité de la continuité de la capacité d'agir sur l'individu lui-même, ce qui pourrait réduire l'inclusion du salarié sur le long terme. On observe d'ailleurs une exploration timide, assez récente, hein, je vous ai mis deux références, sur le lien entre anticipation et capacité future de l'employé en situation de handicap. Donc je vous ai cité Buckley et Kuhn-Levan, qui en fait nous invitent à repenser le potentiel transformationnel du processus d'aménagement raisonnable en lui associant une gestion réactive. Et, excusez-moi de la prononciation, ils sont finlandais je crois, Karjalainen et Ilainen, qui associe un principe d'anticipation, enfin qui propose en tout cas d'associer un principe d'anticipation au concept d'aménagement raisonnable. Et le principe d'anticipation qu'ils développent dans leur article, c'est que ce dernier, il s'applique seulement aux évolutions personnelles de l'individu en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce dernier, il se doit d'être transparent envers l'entreprise quant aux évolutions potentielles de ces caractéristiques personnelles associées à la situation de handicap. Donc, par exemple, comme une maladie dégénérative, il doit en faire part, être transparent auprès de l'employeur à ce sujet pour que celui-ci puisse être en mesure d'anticiper les aménagements futurs. Donc nous, on se demande, en fait, si les pratiques, comme je vous l'ai dit en introduction, si les pratiques d'anticipation lors d'un processus d'aménagement raisonnable peuvent participer ou non à développer la capacité d'inclusion de l'organisation. Donc moi, les données que je vais vous présenter, elles sont issues de ma thèse, elles sont issues d'une petite partie de ma thèse qui est faite en chiffres. Donc c'est une recherche exploratoire. Je m'intéresse exclusivement aux situations de handicap visuel, d'une part parce que l'entreprise qui m'accueille dans le cadre de la CIFRE a pour mission l'insertion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes. Et c'est aussi pour une raison pratique, puisque comme on l'a dit plus tôt dans cette journée, les situations de handicap, ça recouvre énormément de choses. Donc pour avoir un pouvoir comparatif, pouvoir un peu homogénéiser, je me suis restreint aux situations de handicap visuel. Et il y a déjà beaucoup de diversité rien que dans ce type de situation de handicap. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous présente une partie des résultats issus d'une partie de la collecte de données de la thèse, donc issus de l'enquête intensive par entretien semi-directif inspiré des récits de vie, qui ont été complétés également par 2 études de cas. Donc, juste pour revenir un peu sur le contexte, pourquoi j'ai fait une enquête intensive par entretien semi-directif, c'est qu'au départ, je voulais faire des études de cas et j'ai eu énormément de barrières à l'entrée dans les entreprises. Donc en fait, j'ai commencé par ça et j'avais aussi fait une enquête préliminaire en amont. Et au final, j'ai pu accéder aux entreprises au bout d'un certain temps. Je ne m'attendais pas du tout à cette barrière extrême à la rentrée. J'arrivais à avoir des entretiens avec les référents handicap, mais ensuite, c'était pas possible. Donc, je vais vous présenter ces résultats qui sont ici de 6 récits. Voilà, je me dépêche. On pourra revenir après sur la méthodologie si vous le souhaitez. Donc, les résultats, globalement, hein, on observe l'absence d'anticipation de la part des acteurs organisationnels des évolutions qui influencent la capacité d'agir des employés aveugles et malvoyants, ce qui produit en fait des discontinuités dans cette capacité d'agir. Donc, premièrement, on a une absence d'anticipation des évolutions des pratiques professionnelles au niveau individuel. Donc, lorsque, par exemple, l'employé change de poste ou que ses pratiques pro évoluent, hein, parce qu'une nouvelle tâche est introduite, parce que, voilà, tout simplement, ça évolue. En fait, l'organisation, les acteurs organisationnels comme la mission handicap, les managers, etc., ils attendent généralement que ça, enfin, ils attendent pas généralement, ils attendent tout le temps que ça soit l'employé rencontré, l'employé concerné qui vienne les prévenir lorsqu'ils rencontrent une barrière d'accès, plutôt que de chercher à l'anticiper. Donc, je vous donne un exemple. Hein. On a un chargé de mission SIRH. C'est pas une des citations des verbatims que j'ai mis, mais il a changé de poste et l'organisation, en fait, elle a pas du tout anticipé, ce qui peut paraître un peu ahurissant. Elle n'a pas anticipé la transposition de ses équipements techniques sur son nouveau poste. Donc en fait, il s'est retrouvé pendant quelques semaines sans outils pour travailler, tout simplement. On a
Également, E1 qui est chargé de projet, qui, nous dit que, «Mais moi, ce qui me gêne à chaque fois, c'est encore de la charge mentale pour moi. C'est encore à moi de devoir préciser, de devoir anticiper quoi et c'est crevant». En fait, les salariés face à cette absence d'anticipation, ils vont mettre en place des stratégies de contournement individuelles. Donc on a un exemple, assez extrême de E2 qui, est consultant et qui a changé de métier très fréquemment dans l'entreprise. C'était vraiment volontaire de sa part pour justement éviter les barrières d'accès non prises en compte par son entreprise sur le long terme. Donc il nous dit clairement qu'il a eu une évolution horizontale et que ça a impacté clairement en fait, tout simplement ses revenus par rapport à ses collègues puisqu'il n'a pas eu d'évolution verticale, il a juste changé de métier, changé de poste pour aller vers des postes qui, d'après lui, étaient un peu plus accessibles. Donc il nous le dit, je n'ai pas eu exactement le même parcours que d'autres à compétences égales, mais en même temps, je me l'explique. Il y a des moments où mon handicap a fait que j'ai dû m'organiser différemment. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire et ça a probablement impacté mon évolution. Sauf que ces stratégies de contournement individuel, en fait, elles sont pas vraiment durables pour l'inclusion de la personne concernée, parce que la continuité de la capacité d'agir, elle est également influencée, en fait, par, des transformations organisationnelles internes, comme par exemple les changements au niveau de l'environnement numérique dont on parlait plus tôt. Donc les personnes déficientes visuelles, elles rencontrent souvent des problèmes d'accessibilité numérique et pour y pallier, ce que l'entreprise peut faire, c'est mettre en place des scripts informatiques. Donc les scripts informatiques, c'est des petites pages de code qu'on va développer localement au niveau du logiciel qui est inaccessible pour permettre à la synthèse vocale ou à la plage braille d'accéder partiellement à ce logiciel. Donc on peut se dire, bon, bah, c'est bon, c'est résolu, on a mis en place un aménagement. Le problème, c'est que à chaque modification en fait de l'environnement numérique, que ça soit du système d'exploitation ou une simple mise à jour du logiciel en question, eh bien ces scripts informatiques sont complètement effacés. Donc tout est à refaire et le problème c'est que ça crée un temps de latence, hein, où la personne, elle entre le moment où il y a une petite mise à jour et on refait le script, bah, elle peut plus y accéder à son logiciel métier ou autre. Les entreprises, elles sont au courant, hein, de ces futures mises à jour, mais elles n'anticipent pas, en tout cas le service informatique n'anticipe jamais, en tout cas dans les récits, cette discontinuité, cette future discontinuité dans la capacité d'agir de la personne. Donc, comme je vous l'ai dit, ça crée des situations où la personne, bah, elle peut plus travailler. Euh, donc il y a E3 par exemple qui nous dit moi j'ai un ordinateur, ils veulent me le migrer sur Windows 10, j'ai JAWS dedans, JAWS c'est un logiciel de synthèse vocale, mais j'ai dit moi je ne veux pas être migré parce qu'il va falloir tout réinstaller et je n'ai pas le temps, mais non, personne n'y pense, c'est à vous d'y penser. Donc ce phénomène pourrait s'expliquer par l'absence de transversalité dans l'action organisationnelle lors d'un processus d'aménagement raisonnable, à cause d'un cloisonnement en fait de la question du handicap à certains acteurs organisationnels, dont notamment la mission handicap, les ressources humaines et les services santé. Ce qui limite en fait enfin je dis les ressources humaines, la mission handicap est généralement fait partie des ressources humaines généralement. Donc ça limite en fait la capacité des parties prenantes, des acteurs organisationnels, à coopérer et à se coordonner pour anticiper les différentes transformations de l'organisation. Donc E1 nous dit, clairement la question du handicap n'a pas du tout été abordée parce qu'il considère que le handicap c'est en lien avec les RH, avec la médecine du travail. Ma direction, elle ne l'aborde pas dans le cas de gestion de carrière et des perspectives. Elle nous expliquait aussi pour toute activité du collectif de travail, sa directrice ne prend pas, oublie au final son handicap, considère que c'est pas à elle de gérer ça. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est ne pas discriminer, ne pas justement stigmatiser E1. Donc, ce qu'on observe au sein des organisations étudiées, c'est une stratégie d'inclusion qui est faite de pratiques réactives, où on attend constamment que ça soit l'employé en situation de handicap de prévenir lorsqu'il il y a une barrière d'accès. Donc, elles préviennent les acteurs organisationnels, que ce soit la mission handicap ou le manager, sur la barrière d'accès expérimentée, même lorsque celle-ci peut être anticipée. Donc le référentiel temporel du processus d'aménagement observé, il correspond à celui qu'on a, à la manière dont la littérature le conceptualise, c'est-à-dire qu'il est exclusivement limité au temps présent. Or, on pourrait se dire que les pratiques d'anticipation, au final, elles
pourrait permettre de transformer l'organisation en développant une stratégie d'inclusion qui mobilise des acteurs internes et externes variés, puisqu'on se rend compte qu'au final, la production et à l'inverse, l'élimination des barrières d'accès, elle dépend souvent d'un nombre étendu d'acteurs. Donc la transformation de leurs pratiques en y intégrant l'anticipation pourrait permettre de mettre au cœur de l'action stratégique l'objectif de continuité dans la capacité d'agir. Donc on a notamment E5 qui nous dit à chaque fois qu'on va payer une boîte, je dis n'importe quoi, mais peut-être pour une intervention de 2 ou 3 jours pour faire un script qui va être valable que pour une mise à jour, en gros, on va payer 4 000 €. Concrètement, si on se dit que ce budget-là, on le mettait dans des actions de la mission handicap qui étaient OK les gars, quand vous mettez en place un nouvel outil, dites à votre fournisseur d'intégrer dans le cahier des charges le fait qu'il faut que ce soit accessible. Je pense qu'on aurait du développement à long terme qui serait beaucoup plus intéressant. Donc en conclusion, ce qu'on observe globalement, c'est une absence d'anticipation des transformations des pratiques individuelles, mais aussi des transformations organisationnelles qui entraînent des stratégies de contournement individuelles des barrières d'accès de la part des salariés, qui sont peu durables car les barrières d'accès, elles se situent au niveau organisationnel, elles sont reproduites par les pratiques des acteurs organisationnels, comme par exemple la non prise en compte d'un critère d'accessibilité numérique par la DSI et le service achat. Aussi, le fait de limiter la gestion du processus d'aménagement raisonnable au temps présent produit des discontinuités au final dans la capacité d'agir du salarié. Et le principe d'anticipation que proposaient Karjalainen et Ilainen, il semble insuffisant puisqu'il se limite aux évolutions des caractéristiques individuelles. Or, on a bien montré qu'il y avait un problème face à la transformation, à l'évolution des barrières d'accès environnementales. Donc, si l'on rajoute cette dimension environnementale et multiniveau au principe d'anticipation, cela implique au final la coopération et la coordination de l'ensemble des parties prenantes pour être en capacité d'anticiper les transformations organisationnelles pouvant réduire la capacité d'agir des employés en situation de handicap, comme le proposait le récit 5. En fait, la capacité, pour répondre à la question de recherche, la capacité d'inclusion de l'organisation, elle est liée aux capacités à agir des parties prenantes de l'organisation sur le temps long, donc leur capacité à coopérer, à se coordonner, pour identifier et éliminer les barrières d'accès réduisant la capacité d'agir du salarié en situation de handicap. Donc en fait, on retrouve trois notions qu'on mobilise autour du terme de capacité. Donc les capacités à agir qui sont liées aux parties prenantes de l'organisation, la capacité d'agir qui est liée à l'individu en situation de handicap et la capacité d'inclusion qui est liée à l'organisation et qui articule les capacités à agir à la capacité d'agir dans le temps. Donc on s'interroge alors pour ouvrir cette recherche qui est exploratoire sur la mobilisation, pourquoi pas, de pratiques d'anticipation en réseau multiniveau au sein des organisations pour passer au final d'un processus d'aménagement raisonnable à un processus d'aménagement durable. Merci.